Alors, depuis la dernière fois, qu'est-ce qui a changé après la formation? Pas grand-chose, hein. J'ai juste changé de manière de faire et de voir comment je peux orienter mes activités. Mais ça, c'est déjà bien. C'est déjà bien, ça. Donc, j'ai juste pour l'instant, c'est une proposition à discuter. Ah, Une dame qui a un cabinet à Yaoundé, oui, un cabinet conseil. Elle m'a demandé de trouver le moyen de venir la rencontrer pour qu'on en discute de la d'accord, possibilité de travailler ensemble. d'accord. Donc, tu lui as envoyé ton CV ou tu as fait un nouveau CV? Donc, je l'ai écrit sur LinkedIn. Oui, Oui. Je l'ai parlé de mon parcours, de mon profil. oui, Elle m'a dit que je l'intéressais, que je trouvais le moyen de venir d'abord, on discute d'abord. d'accord. Ça, c'est déjà bien. Moi, déjà, il y a deux choses. La première, c'est qu'au niveau de ton mental, tu as changé de façon de voir les choses. La deuxième, c'est que tu as des possibilités qui arrivent. Maintenant, comme on discutait la dernière fois, euh, ce qui va vraiment avoir de l'impact, ce qui va tu vas vraiment constater qu'il y a un changement, c'est comment finalement tu vas gérer la rencontre avec la dame. Tu vois, Donc, c'est là où oui. toi-même tu vas voir est-ce que ce parcours, est-ce que cette semaine intense de formation t'a apporté quelque chose de différent? Est-ce que la manière dont tu te présentes, est-ce que la manière dont tu te vends, est-ce que la manière dont tu as confiance en toi a changé? Parce que c'était aussi un des points, un des objectifs majeurs de la formation que nous avons fait. Et aujourd'hui, justement, avec les 30 minutes que nous avons, comme j'ai dit, on va essayer ensemble, je vais te donner des moyens, des éléments qui vont te permettre de déterminer ce que j'ai appelé l'identité socio-professionnelle vocationnelle. OK? Donc, Oui. l'identité, c'est quoi? C'est qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu vaux, tu ne peux pas savoir quels sont tes atouts, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu es appelé à faire. Donc la question qui tu es est très importante. Qui tu es est même plus important que ce que tu as. Et dans la formation, j'expliquais même que dans ce que tu as, en réalité, c'est ce que tu possèdes et de manière à ce que ces choses-là ne puissent pas être enlevées. Quelqu'un peut me dire, j'ai un compte en banque avec 1 million de francs CFA. Une autre personne me dit, j'ai une plantation, j'ai un champ, un terrain que mon père en décédant m'a légué et qui est à moi. Pour moi, la personne qui a le terrain d'une valeur de 400 000 francs, il est plus riche que celui qui a 1 million en banque. Parce que le terrain que l'autre a, ça peut lui rapporter, ça peut lui rapporter 1 million par an pendant 10 ans. Alors que celui qui a 1 million en banque, il peut laisser l'argent là en banque. En 10 ans, ça va lui rapporter peut-être au trou avec s'il met ça dans un compte épargne avec une banque un peu sérieuse, qui est un peu soucieuse de l'avenir de ses concitoyens. Peut-être qu'au bout de 10 ans, il va se trouver avec 1 million 100 000 ou 1 million 150 000, comme ça. Tu vois, il n'aura rien gagné. Alors que celui qui a le terrain, supposons que les deux ne font rien avec leur terrain, chacun prête ce qu'il a à quelqu'un d'autre. Lui, il a 1 million, il prête 1 million à la banque, dans ce qu'on appelle l'épargne. Oui. En fait, il prête à la banque. Parce que la banque utilise cet argent pour faire des actions en bourse, des placements, des prêts et autres. La banque travaille avec cet argent. Et Oui. lui, il a juste une commission, une rétro-commission. Celui qui a le terrain décide de mettre son terrain en location. Et il trouve des exploitants et il loue son terrain 100 000 par mois. Tu vois? Et du coup, son terrain lui revient à 1 million par an. Alors qu'il ne fait rien dessus. Il donne ça à quelqu'un d'autre. Maintenant, s'il est même plus malin, s'il est plus sage, il exploite lui-même son terrain et peut-être par an, ça lui rapporte 2-3 millions de plus. Donc, c'est très important de savoir qui tu es. Et comme j'ai dit dans la formation, l'identité socio-professionnelle, vocationnelle est très importante parce que
c'est celle-là qui va te permettre de savoir qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre. Tu vois? Parce que si tu es venu sur Terre pour défendre le droit des entreprises, tu n'auras même pas besoin. C'est-à-dire qu'on t'appelle à 2 heures du matin, tu es capable de vendre tes services, même le sommeil dans les yeux. Parce que tu es né pour ça. Tu es fait pour ça. Tu vois? Alors que si tu es juste parti à l'université pour apprendre comment défendre les droits des entreprises et que ce n'est pas ce à quoi tu as appelé, tu vas t'en sortir, c'est vrai, mais tu n'auras pas cette passion-là, tu n'auras pas ce feu-là qui vraiment est allumé en toi et qui fait que chaque matin, tu ne peux pas rester tranquille tant que tu n'as pas fait quelque chose avec le droit des affaires. Tu vois un peu? Je comprends. Voilà. Donc, la première des choses que je vais te demander de faire, c'est de chercher de quoi écrire. Oui. Et tu vas en 1 minute lister 5 passions. Alors, avant que tu ne le fasses, je t'explique c'est quoi une passion. Par exemple, aimer euh, le football et être passionné du football, c'est pas la même chose. Tu peux aimer le football, c'est-à-dire, bon, tu vas jouer de temps en temps au 2-0, tu vas regarder un match de la Champions League de temps en temps, mais voilà, si tu as des choses à faire et qu'il y a un match, tu préfères aller faire ce que tu as à faire. Donc, tu aimes le foot. Un passionné de foot, il est capable de rater l'interrogation à l'école parce qu'il y a un match de la Champions League. Lui, il est passionné du football. Tu vois? C'est ça la passion. La passion, c'est quelque chose qui peut, c'est-à-dire que ça peut te dévorer même à ton insu. C'est-à-dire tu es passionné de quelque chose. Tu vois, quelqu'un est peut-être, il est passionné de l'enseignement. Tu vois, c'est-à-dire, quand il a un sujet, quand il a des personnes qui sont en difficulté, il voit des petits frères qui n'arrivent pas à résoudre des problèmes, qui n'arrivent pas à faire des dissertations, il s'arrête. Peut-être qu'il peut même oublier où il partait parce qu'il doit les expliquer comment faire. Il est passionné de ça. Il n'attend pas. En fait, la passion, c'est quelque chose qui te brûle le cœur. Ne te cherche pas d'abord à savoir est-ce que c'est utile ou pas utile. Voilà. Enlève ça de ta tête. Dis-toi, est-ce que c'est quelque chose que vraiment, quand je fais ça, mon cœur est enflammé, tu vois? Un peu comme quand tu es amoureuse d'une femme. Ton cœur est enflammé. Tu as envie de la voir, tu as envie de passer du temps avec elle. Si ton téléphone sonne, tu sais à peu près à quelle heure elle arrive souvent. Donc, quand ces heures-là arrivent, ton corps, ton corps change un peu. Tu changes même d'attitude, tu vois? Tu es passionné de cette personne. Donc, première des choses, ça t'allume le cœur. Deuxième des choses, tu es capable de faire cette chose-là et tu le fais sans que personne ne te demande de le faire, sans que personne ne te paye pour ça. C'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps sans t'en rendre compte que voilà, tu ne t'es jamais posé la question, mais tu le fais naturellement. Donc, premier critère, ça t'enflamme le cœur. Deuxième critère, tu es capable de le faire régulièrement sans qu'on ne te demande, sans qu'on te paye pour ça. Troisième critère, tu l'as toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, essaye de me citer 5 activités qui remplissent ces 3 critères-là. Ok. Quelle est la première qui te vient à l'esprit? La première qui me vient à l'esprit sont les séries US qui portent généralement sur les séries américaines. Uh-huh. Généralement, celles qui portent sur, qui met en évidence les procès. OK. Après, cela. OK. Uh-huh. C'est ça qui me vient à l'esprit aussi. Uh-huh. Ensuite?
ce que tu aimais faire, c'est ensuite, je veux dire rédiger, hein. Ce qui me vient à l'esprit directement là. OK. J'ai beaucoup rédigé, assister les gens dans la rédaction des mémoires, OK. les rapports, un peu, OK. assister les jeunes dans la rédaction des mémoires, les rapports, même les amis. OK. Le troisième, c'est évidemment le droit, hein. Un certain droit. Le droit financier en particulier. OK. Le quatrième, je quoi, la lecture, ça qui court longtemps. La lecture. En général, le cinquième, le football non plus. Ça fait longtemps que ça ne m'intéresse plus. Avant, j'aime découvrir des choses. Ça m'intéresse vraiment la nature. C'est vrai que je n'ai pas les moyens pour le faire, mais j'aime les zones touristiques. D'accord. Ça me frappe toujours quand je vois un truc qui est touristique, un environnement, je m'arrête toujours. D'accord. Très bien. Alors, tu vois que parmi ces 5 points, tu vas voir que je vais dire ça va peut-être te faire rire, mais tu as la solution à tous tes problèmes. Là, devant toi, là, avec ces 5 passions, tu as la solution à tous tes problèmes. Quand il dit que tu as la solution à tous tes problèmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces passions-là, tu vas trouver ton métier, ton travail, ton job, ce qui va te rapporter de l'argent. C'est ce que j'appelle ton job, ce qui va te rapporter de l'argent. Dans ces passions-là, tu vas trouver les personnes qui vont constituer ton réseau du bonheur, ce que j'appelle le réseau du bonheur. Tu vois, les personnes avec qui, quand tu es heureux. Hein? Les personnes avec qui tu te sens bien, tu aimes passer du temps avec ces personnes, les personnes, elles ne sont pas ennuyeuses, hein? Voilà, que tu as envie de les voir régulièrement dans ces passions-là. Dans ces passions-là, tu as également ce qui va te permettre, lorsque tu auras quitté la terre, de rester parmi les vivants, de laisser ta trace. Dans ces passions-là, tu vas trouver ce qui va permettre que parmi tes contemporains dans ta génération, tu es quelqu'un qui est important, qui compte. Tu vois un peu? C'est pour ça que je dis que dans ces passions-là, en fait, tu as la solution à tous tes problèmes. Maintenant, le travail qu'il faut faire, c'est comment articuler chacune de ces passions de manière à ce que ça contribue à ta vocation. C'est la première des choses. Comment articuler chacune de ces passions que tu as de manière à ce que ça puisse contribuer à ta vocation. La deuxième des choses, c'est comment hiérarchiser. Comment hiérarchiser tes passions de manière à ce que, parce que dans la hiérarchie, il y a 3 choses que tu dois, qui vont te permettre d'hiérarchiser. Il y a le temps que ça te prend. Il y a l'argent que ça te rapporte, la rentabilité. Bon, quand je dis la rentabilité, ce n'est pas seulement financière. Il y a la rentabilité financière, il y a la rentabilité émotionnelle, il y a la rentabilité spirituelle, il y a différentes formes de rentabilité. Mais il faut que ce soit rentable. Et enfin, donc, il y a le temps, il y a la rentabilité, et puis il y a un facteur que les gens négligent beaucoup, le cœur. C'est-à-dire que le cœur ou l'émotion. Généralement, le paramètre qui nous fait choisir, on se dit, bon,
le temps, soit je regarde le temps que ça me prend, soit je regarde l'argent que ça me rapporte. Et puis c'est ce qui a amené certains coachs anglophones à dire que time is money. Certains écrivains anglophones ont dit que le temps c'est de l'argent, parce qu'ils étaient uniquement dans le paramètre temps-argent. Mais moi je pense que il y a un troisième paramètre qui est même le plus important, c'est le paramètre cœur, le paramètre émotion. Je suppose que dans ton parcours, tu as été dans des associations, dans des clubs, que ce soit au lycée ou à l'université, tu as participé à des mouvements. Si tu es chrétien, tu es peut-être à l'église. Donc, tu es dans des mouvements où tu es en contact avec des personnes. Je suis dans une association des anciens élèves du lycée. Donc, j'ai été secrétaire pendant plus de 10 ans. Voilà. Prenons le cas de cette association, n'est-ce pas? Est-ce que tu touchais un salaire dans cette association? Non, pas du tout. Mais tu étais très engagé. Très engagé. Ça te prenait du temps, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Mais ça ne te rapportait pas de l'argent. Par contre, ça te rapportait, il y a quelque chose à l'intérieur de toi sur le plan émotionnel, sur le plan de la satisfaction intérieure, que ça te rapportait et donc c'était important pour toi. Ah, oui. Maintenant, bien sûr, dans la rentabilité, on peut dire que c'était rentable parce que ça te rapportait une satisfaction au niveau émotionnel. Maintenant, ce troisième paramètre que j'appelle le cœur, c'est quoi? C'est l'âme. Regarde, tu te souviens, c'est très bien que tu as été dans cette association pendant 10 ans. Il y a certainement eu des cas de conflit qui sont arrivés dans l'association, forcément. Oui, oui. Et si tu te souviens bien, si tu regardes bien, tu vas voir que les conflits où tu t'es senti attaqué dans ton amour propre ont été les conflits qui ont le plus failli te faire partie de cette association. Effectivement. Et c'est ça, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que, en général, quand on veut s'engager dans quelque chose, même si cette chose nous rapporte de l'argent, même si cette chose ne prend pas beaucoup de temps, le paramètre, c'est est-ce que j'ai la paix intérieure quand je fais cette chose? Tu vois un peu? Et regarde quelqu'un qui est passionné de football. Il passe beaucoup de temps devant la télé. Pour nous qui ne regardons pas le football comme lui, on trouve ça curieux. On se dit, mais comment il peut perdre son temps de cette manière-là? Tu vois? Mais pour lui, la satisfaction qu'il trouve, lui, il est à l'aise quand il regarde ce match-là. Il peut te parler de la Champions League matin, midi, soir. Il n'a aucun problème avec ça. Au contraire, s'il rate un match, il sera très, très mal à l'aise. Tu vois un peu. Moi, je ne suis pas passionné de football, mais ça m'intéresse parfois de regarder ce genre de personnes. Et j'ai arrêté de les juger quand j'ai compris ce paramètre-là, l'âme, tu vois. Et actuellement, je suis en train de coacher un jeune Congolais de Brazza. Lui, il est dingue de foot. Alors, mais il est dingue. Tu vois. Un jour, il est allé dans un stade ici au Maroc. Le Barça venait jouer au Maroc et c'est son équipe favorite. Et il me raconte la scène. Il dit, lorsque le Barça est entré dans le stade, il a eu l'impression que son âme a quitté son corps. Il a commencé à pleurer. Il tremblait. Il était comme en transe. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment ça s'explique? Tu vois? Et pour moi c'était vraiment un sujet d'étude. Et j'ai compris que moi, je peux trouver que quelque chose est totalement abrutissant, mais pour quelqu'un, c'est sa vie. Et je dois respecter ça. Tu vois? Et aujourd'hui, il est en train de vivre ça, il est en train de trouver sa vocation dedans, c'est en train de devenir son métier. Et tu vois, aujourd'hui, quand je discute avec lui, il est vraiment quelqu'un d'épanoui parce que il travaille dans un domaine qui le passionne, mais vraiment qui le passionne. Tu vois?
Il sait qu'il va gagner de l'argent, il n'en gagne pas encore, mais il n'est pas inquiet. Pourquoi? Parce que c'est d'abord quelque chose qui le passionne. Donc, si on prend tes passions, il y a quelque chose qui revient sur toi, directement sur trois de tes passions et indirectement sur l'une. Que ce soit les trois premières, les séries télévisées des procès, sur les procès et sur le droit. La deuxième, rédiger et assister les gens dans la rédaction de leur mémoire, certainement des jeunes qui sont également en droit. La quatrième, le droit financier. Tu vois que, en fait, tu es passionné de droit. Ensuite, la lecture. Je suis sûr que 1 sur 2 des ouvrages que tu lis sont des ouvrages de droit. Effectivement. Voilà. Et on peut aller plus loin. Si tu pars même sur ta passion touristique, tu serais tenté à chaque fois que tu visites un lieu de te poser la question de quelle est la législation pour la préservation de ce lieu-là. Et tu vois toujours, les gens vont te trouver bizarre, les gens vont te dire, mais profite de l'instant, mais toi, tu vas te dire non, mais il y a quelque chose à réfléchir autour de ça. Mais ça ne veut pas dire que tu ne profites pas de la lecture. Ça ne veut pas dire que tu ne profites pas de ta série télé. Ça ne veut pas dire que tu ne profites pas de tes relations avec les gens que tu coaches, que tu aides à rédiger leur mémoire. Ça ne veut pas dire que tu ne profites pas de la nature. Ça veut tout simplement dire que en toi, dans chacune des activités que tu fais, il y a quelque chose en toi qui est toujours actif. Et c'est le droit. Mais finalement, si je te pose la question, qu'est-ce que le droit? Comment toi, tu peux me définir le droit? Si je te dis, oublie toutes les définitions académiques qu'on t'a données sur le droit. Si je te dis, donne-moi ta définition du droit, comment tu définirais le droit? Là, je dirais, le droit, c'est en fait, si je veux dire ma définition personnelle, c'est ce qui permet de régir les différents aspects d'une société. Différents aspects d'une société, que ce soit les structures, que ce soit les personnes. C'est un peu ça. OK. Régir les relations. Donc, tu dis, c'est l'ensemble des règles qui permet de définir les différents aspects. Permet de régir, de réguler les différents aspects d'une société. Voilà. OK. Dans ce que tu dis, il y a 3 mots-clés qui sont très importants. Il y a les règles, il y a la régence et il y a la société. Si on prend les règles, c'est un processus d'établissement, réfléchir, élaborer, fixer, légiférer, adopter, faire valider. Là, on est dans les règles. On peut, si on, de façon schématique, sans être réducteur, on peut dire que là, on est dans le législatif. Dans la régence, on est dans l'application. Oui. On applique les règles, on fait appliquer les règles, on vérifie que les règles ont été appliquées, on sanctionne ceux qui n'ont pas bien appliqué les règles. Là, on peut dire qu'on est dans le judiciaire. Ça, c'est juste pour être schématique. C'est bien plus riche que ça, mais pour qu'on arrive à se comprendre. Maintenant, entre le législatif et le législatif et le judiciaire ne sont rien si au milieu, il n'y a pas les hommes. Oui. Et les hommes, en réalité, qui constituent la société. Maintenant, moi, ce qui me passionne particulièrement, c'est justement les règles qui font fonctionner le monde des affaires. Oui. Et régir justement le monde des affaires. Et être proche justement des hommes et des femmes qui sont dans le monde des affaires. Parmi ces 3 positions, dans la position de celui qui pense les règles dans le monde des affaires, la position de celui qui
fait appliquer les règles dans le monde des affaires et la position de celui qui accompagne les hommes et les femmes d'affaires. Quelle est la position dans laquelle tu es le plus à l'aise? Quand j'étais tout petit, quand j'ai commencé même à faculté de travail depuis le lycée, j'ai aimé la position d'être celui qui est dans l'ombre, qui fait ce qu'il faut. Je ne suis pas naturellement plus facile à parler en public. Okay. Je n'ai pas je suis un peu de difficulté. Jusque d'abord, même le parler, ma voix ne sentit pas bien audible. Je ne suis pas très bien audible. Donc, j'ai toujours préféré être celui qui est derrière, dans l'ombre, mais qui façonne tout. Ok. Je n'ai pas forcément besoin d'une reconnaissance officielle. D'accord. C'est un peu été ma position, être celui qui est un peu en arrière. Ça ne me dérange pas, en fait. Ok. Ok. C'est très bien dit. Ok. Maintenant, je vais te poser une question qui, je ne sais pas si tu te l'as posée. On n'a pas énormément de temps, mais tu vas essayer de me donner la réponse qui va te monter à cœur à l'immédiat. Cite-moi trois choses, que tu aimerais qu'on puisse lister comme les choses que tu as faites le jour de ton enterrement. Ça peut être plus que ça, mais juste trois. Trois qui me viennent à l'esprit là. Oui. Il y a votre personnellement. Donc, ça me fond le cœur. J'ai l'objectif d'être un conseil juridique efficace. Ok. Intervenir dans un certain niveau dans le monde du droit. J'ai bâti une famille. Ok. Une famille. Et trois choses, amener la paix et l'harmonie. Vas-y. Troisième chose, amener la paix et l'harmonie autour de ceux qui m'entourent. Paix, harmonie et honnêteté. Ça me tient à cœur. Ok. Qu'est-ce que tu entends par famille? La famille, c'est au sens strict de se marier, au sens large, la grande famille africaine et les amis. Ok. L'entourage autour de toi. Ok. Très bien. Je vais te donner un travail à faire. Oui. Avec ces trois objectifs de vie. Donc, devenir un conseil juridique efficace qui a de l'impact dans le monde du droit des affaires. Bâtir une famille solide et heureuse. Amener la paix et l'harmonie, l'honnêteté autour de moi. Donc, tu vas rédiger chacun de ces objectifs, tu les rédiges, tu vois, sur un format A4. Oui. Regarde, tu vois, tu prends un format comme ça. Tu peux le faire, si tu peux le faire et imprimer, c'est bien. Si tu peux le faire juste avec un marqueur à la main, c'est pas grave. Si tu l'as même, c'est pareil. Mais tu dois avoir trois formats où les trois sont écrits dessus, chacun. Tu écris assez gros, ok? Un format par objectif. Et tu vas afficher ça dans ta chambre ou dans un espace où chaque matin, quand tu te lèves, tu mets ça dans un endroit où tu es sûr que chaque matin, quand tu te lèves, c'est la première chose que tu vois. Oui. Vois un peu. En fonction de ton environnement, tu te dis, bon, moi, je me souviens à l'époque, j'étais encore étudiant, j'avais écrit un de mes objectifs majeurs, j'ai mis sur le plafond. C'est-à-dire, quand je me lève le matin, quand j'ouvre les yeux, ça me saute d'abord aux yeux. Si tu as la possibilité de faire ça, tu colles. Comme ça, même avant de dormir, tu regardes ça. Quand tu dors avec ça. Quand tu te lèves avec ça. C'est vraiment un exercice que j'aimerais que tu fasses. Et tu vas voir l'effet que ça va avoir sur toi d'ici une semaine, pas plus. Une semaine, tu vas voir. Donc, c'est la première des choses.
la deuxième des choses que tu vas essayer de faire, c'est de voir comment, tu vas te poser la question, comment arriver à ces objectifs-là. Et tu vas écrire, c'est-à-dire que ne pense pas seulement, quand tu te dis, bon, devenir un conseil juridique efficace, quelles sont les étapes? Combien, tu vas te demander, bon, dans mon domaine, combien de temps faut-il pour arriver à un tel niveau? Tu te dis, bon, 10 ans. En 10 ans, qu'est-ce que je dois faire? Et là, tu te dis, bon, nous sommes en 2020. En 2030, je dois être un conseil juridique efficace. Ça veut dire qu'en 2022, je dois être à quel niveau? En 2025, je dois être à quel niveau? En 2027, je dois être à quel niveau? En 2028, tu écris tout ça en fixant les jalons. Ne te pose pas encore, enlève de ta tête les obstacles. Réfléchis de telle sorte qu'il n'y a aucun obstacle. Imagine-toi que ta route est tracée. Ton chemin est ouvert. Il n'y a personne qui va t'arrêter. Tout ce dont tu as besoin, tu l'auras. À quelles sont les étapes? Tu mets. Même si tu vois, même si dans ta tête ça paraît comme un film, comme un rêve, écris seulement, écris ça. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, première des choses, tu écris, tu affiches, gros caractère. Deuxième des choses, tu prends le premier objectif. Bâtir une famille, tu mets. Quelles sont les étapes qu'il faut pour bâtir une famille? Quand la famille est bâtie, comment? Parce que bâtir une famille, tu es convenu avec moi que bâtir un couple stable, ce n'est pas seulement se marier. Oui. Bâtir un couple stable, ça veut dire, tu dois, dans tes projections, tu dois écrire que, voilà, je dois célébrer mes noces d'or, 50 ans de mariage. J'ai eu l'honneur dernièrement de participer à l'organisation de 50 ans de mariage d'un couple. Je les regardais, je disais, vous êtes pour moi, mais vous êtes un défi pour moi. Jusque-là, j'entendais seulement noces d'or. J'entendais, j'ai connu des noces d'argent, des gens qui célébraient 25 ans de mariage. Pour la première fois de ma vie, je suis en contact avec un homme et une femme qui sont mariés depuis 50 ans et qui vont célébrer ça. Je leur ai dit, pour moi, c'est magnifique, tu vois. Et parce que j'avais dans mes objectifs fêter mes 50 ans de mariage. Maintenant, non seulement je m'étais projeté, mais maintenant, je sais que c'est possible parce que j'ai rencontré physiquement des personnes qui l'ont fait. Et donc, quand j'étais avec ces personnes, je vais poser. Quand je parle avec toi, je me souviens même que je dois encore aller les rencontrer. tu vois un peu. Donc, je sais que c'est possible. Et donc, je n'avais pas seulement écrit ça. Maintenant, je sais que c'est possible parce que je savais que c'était possible parce que, bon, je voyais à la télé des documentaires, des gens qui l'ont fait. Je lisais des livres des gens qui l'ont fait. Mais là, j'ai rencontré les gens. Et j'ai même participé. C'est moi qui ai fait le carton le carton d'invitation de leur célébration des 50 ans de mariage. Et donc, tu écris les étapes. Ça, c'est la deuxième chose que tu vas faire. Et donc, quand tu vas... donc, première des choses, tu affiches, tu prends en photo, tu m'envoies les photos. OK? Oui. Deuxième chose, tu rédiges ce qu'on appelle les jalons. Ça s'appelle les jalons. Je ne sais pas si tu as la possibilité de lire, de trouver, essaye de trouver le livre de John Mollet. Oui. Jalon 1, jalon 2, jalon 3. Oui. Voilà. Bon, là-dessus, il parle, c'est un peu une sorte de discours de la méthode d'Aristote à la camerounaise, à l'africaine. Mais ce qui j'aimerais que tu découvres dans ces 3 livres, en lisant les 3 livres, c'est de voir comment il découpe la progression de quelque chose. Tu vois, moi, quand j'avais lu, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Tu vois, c'est très bien fait. Et ça peut inspirer, ça peut te montrer comment un processus de vie à grande échelle, parce que généralement, les gens ont des difficultés à se projeter dans 50 ans, dans 100 ans. Alors que nous, qui sommes appelés à être des leaders, tu dois être capable de te projeter même dans 200 ans. L'action que je pose aujourd'hui, le livre que j'écris aujourd'hui,
la personne, l'enfant que je fais aujourd'hui, est-ce que je pense aux petits-enfants de mon enfant? Tu vois? Qu'est-ce que le petit-fils de mon fils devra connaître de son arrière-grand-père? Moi, je suis en train d'écrire un livre que je voudrais que le petit-fils de mon fils puisse lire. Je lui laisse une lettre, un message qui lui est destiné à lui. Parce que j'aimerais impacter sa vie de sorte que ce que j'ai commencé, la famille que j'ai commencé à bâtir dès maintenant, se perpétue jusqu'à lui. Et je lui donne des instructions pour qu'à son niveau, lui aussi, il laisse un message à la 4e génération qui va le suivre, en conformité avec ce que moi, son arrière-grand-père, j'ai laissé. Et c'est grâce à des livres comme Jalon de John Monet et d'autres livres que j'ai lus, que j'ai eu cette capacité-là à me projeter très, très loin dans le futur. Tu vois, c'est pour ça que je te recommande de lire ce livre-là si tu en as la possibilité. Donc voilà, donc tu fais ça, tu essaies de faire ça pour les 3. Et ensuite, quand tu auras fait ces deux choses, la 3e chose que je vais te demander de faire, c'est si tu devais, c'est-à-dire aujourd'hui, tu as fait quoi? Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 36 ans. 36 ans. 36 ans, ça veut dire que tu as au moins 20 ans où tu brasses le doigt. Si tu dis, bon, depuis adolescent, tu es passionné de ça. Depuis le lycée et tout. Donc, tu as 20 ans, tu baignes dans le droit. Et sur ces 20 ans où tu baignes dans le droit, tu as 5 ans, ou je peux dire 5 ans d'expertise et d'expérimentation du droit. Donc, ça veut dire que tu as la longueur, la profondeur historique pour vraiment, pour vraiment être imbibé, imprégné du droit. Et tu as la profondeur académique pour pouvoir en parler. OK? Donc, la 3e chose que je vais te demander de faire après ça, donc, première, j'essaie de me résumer à chaque fois. Première des choses, afficher les objectifs de vie. Deuxième chose, jalonner les objectifs de vie. Troisième chose maintenant, je ne vais pas te dire aujourd'hui le lien, on va ensemble progressivement découvrir le lien. La troisième chose, je veux que tu écrives tout, c'est-à-dire que, imagine-toi que tu es grand-père. OK? Tu es grand-père. Ton petit-fils vient te voir. Il s'en va, il est en classe de 3e et il s'en va vers, il vient de passer son BEPC, il doit aller au lycée et il vient te rencontrer. Il dit, grand-père, à partir du lycée, je voudrais commencer à faire comme toi, le droit. Je vois ta vie, je vois, garde en esprit tes objectifs de vie, ok? Dans ce travail que je vais te demander de faire, imagine-toi que les 3 objectifs de vie ont été atteints. Et là, maintenant, ton petit-fils vient te voir, il te dit, grand-père, je vais être comme toi. Je veux faire le droit comme toi. Je vais être dans le droit des affaires comme toi, grand-père. Et tu veux lui expliquer maintenant c'est quoi le droit. Il est en 3e. Voilà, dis-toi qu'il est en 3e. Maintenant, tu veux lui expliquer le droit de telle sorte que il aime le droit. Donc, premier objectif, tu dois lui faire aimer le droit. Là, il vient te voir parce qu'il est fasciné par toi. Tu vois, ce n'est pas tant le droit qui le fascine, c'est toi, ce que tu incarnes, ce grand homme juridique qui a fait des grandes œuvres, qui a solutionné des grands problèmes, ce chef de famille qui a bâti une famille dont il est le descendant, ce rassembleur qui a toujours été celui qui a ramené la paix. Ça, c'est ce qui le fascine. Maintenant, quand tu le regardes, tu te dis, je dois me projeter en lui. Comme il est fasciné par moi et qu'il veut faire le droit, je dois lui donner les éléments nécessaires. Donc, première des choses, il faut que tu lui parles du droit de manière à ce qu'il aime le droit
de manière à ce qu'il comprenne le droit de telle sorte qu'au milieu de ses camarades, lorsqu'il va aller à la rentrée, il sera en seconde. Au milieu de ses camarades, lorsqu'il parle du droit, qu'il soit au-dessus de ses camarades. Que quand il parle du droit, les gens l'écoutent en disant, mais toi là, tu as pris ça où? Et de manière à ce qu'il soit fier de se dire, ah, j'ai causé avec mon grand-père, aujourd'hui, j'ai de l'autorité au milieu de mes camarades. Donc, un, qu'il puisse aimer le droit. Deux, que dans sa génération d'adolescence, qu'il ait une certaine autorité pour parler des choses du droit des affaires. Voilà, on reste dans le droit des affaires. Et enfin, que si jamais en classe de troisième, on lui donne une dissertation en rapport avec le monde des affaires, le droit des affaires, qu'avant de commencer à écrire, il rit. Il rit parce que il sait que c'est fini, il va avoir même un 18 sur 20, un 19. Parce que si, voilà, tu dois lui donner des éléments. Maintenant, cette conversation que tu aurais avec ton petit-fils, je veux que tu l'écrives. Ton petit-fils t'a posé la question, grand-père, je veux être comme toi. Je veux te ressembler. Je veux faire le droit des affaires comme toi. Comment je peux faire? Maintenant, c'est toi qui as la parole. Tu lui parles. Écris ça et envoie-moi le texte. Et la suite, je te dirai comment on va faire. Donc, voilà les 3 exercices que je te donne. Je souhaite vraiment que tu sois... Tu as remarqué, je ne t'ai pas donné de délai. Parce que là, on parle de vie. On ne parle, c'est pas l'université, c'est pas les... Non, on est vraiment dans la vie. Tout dépend maintenant de toi. Si tu es réactif, si tu fais des choses vite, si tu m'envoies des choses vite, si je vois que vraiment tu es animé, tu es passionné de ce que tu fais des choses tac, 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 tu vas te rendre compte que les résultats vont être palpables, mais à une vitesse, mais exponentielle. Tu vois? Donc, la balle est dans ton camp. Moi, mon objectif, c'est de te donner les méthodes. C'est de t'amener sur les chemins que moi-même j'ai empruntés, que je continue d'emprunter et dont je vois les effets sur ma vie. Je t'emmènerai sur des chemins que j'ai vus des aînés à moi dans la vie professionnelle, dans la vie de couple, dans la vie de famille, dans la vocation professionnelle emprunter. J'ai vu comment ça manifeste, ça impacte sur leur vie. C'est des chemins que moi-même je suis en train d'emprunter. Et voilà, chaque chose que je te demanderais de faire, c'est soit des choses que j'ai déjà faites, soit des choses que je suis en train de faire, soit des choses que j'ai prévu de faire demain matin. Moi, je ne partage pas. Si j'ai des choses que je peux te dire, mais que je ne te dis pas tout simplement parce que je dois d'abord les expérimenter moi-même. Tu vois? C'est comme tout à l'heure, je te parlais du couple de 50 ans. Je peux t'en parler aujourd'hui parce que j'ai lu, j'ai d'abord entendu, j'ai vu à la télé, j'ai lu dans les livres, mais là, je les ai vus. Là, aujourd'hui, je peux parler de ce sujet avec la paix dans le cœur. Je sais que voilà. Maintenant, quand j'aurai 50 ans de mariage, voilà, là, j'aurai maintenant toute l'autorité 100% pour parler, pour parler de la stabilité, de la longévité dans le mariage. Et je sais que je vais y arriver. Dieu me prétend la vie sur terre. Je sais que mon épouse et moi, on va rendre témoignage de 50 ans de mariage. Et je pourrais à ce moment-là écrire peut-être un de mes derniers livres de ma vie, 50 ans. Le titre serait tout simplement 50 ans. Donc voilà, je te laisse avec ces exercices. Tu as mon contact WhatsApp, n'hésite pas. Dès que tu fais quelque chose, tu m'envoies. Et voilà, là, en fonction, je verrai maintenant en fonction de comment tu travailles, de comment tu avances. On va fixer un prochain rendez-vous et on va avancer. Ok, c'est compris. C'est bon? Non, c'est bon. Voilà. Ok, donc je vais te laisser et je sais que tu as maintenant beaucoup de travail et je te souhaite beaucoup de courage. N'oublie jamais, ne l'oublie pas. Ouvre ton esprit. Ne te laisse limiter par rien du tout. Ok? On t'a peut-être souvent dit que tu n'es pas appelé à faire telle chose. Oublie ça.
On t'a appelé, on t'a souvent dit que non, les gens de ta tribu ou de ta famille, vous ne faites pas tel genre de choses. Oublie ça. Oublie toutes les barrières qu'on t'a mis doivent tomber, doivent être brisées à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te considères comme quelqu'un de libre qui est en train de tracer sa propre voie. OK? Et c'est à partir de là que tu vas écrire tout ce que tu lui demandes d'écrire. D'accord? C'est compris. Voilà. Très bien. Ok. Là, je suis prêt à attaquer. Voilà. Voilà. Donc, je te souhaite une excellente journée et j'attends de tes nouvelles. C'est compris. Ok, allez. Bonne suite à toi et bonne fin de journée à toi. Et bonne fin de journée. Merci beaucoup.